Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Hannah Arendt, et plus particulièrement de son livre The Human Condition, traduit en français par La condition de l'homme moderne, même si bon littéralement ça veut plutôt dire la condition humaine. Dans ce livre, Arendt va exposer sa conception de la modernité en utilisant la méthode philologique, c'est-à-dire en comparant différents textes de différentes époques pour voir ce qui a changé et ce qui est toujours là, ce qui est invariant, quelles sont les choses universelles dans les sociétés humaines. Sa grande thèse, c'est qu'on a rompu avec les manières anciennes de se représenter le monde, et que cette rupture cause une aliénation, une perte de la vitalité du monde. C'est ça qui fait qu'on a des journées moroses et répétitives au taf, où on se sent plus comme un rouage d'une méga machine que comme un être humain. Elle analysera dans un autre livre, La crise de la culture, les effets de cette aliénation un peu plus en détail sur différents domaines comme la culture, l'histoire, l'autorité, la liberté ou la politique. Arendt, dans son raisonnement, va partir de la pensée développée par le philosophe Heidegger, qui conçoit la vie humaine non comme présente au milieu de la nature sur la Terre perdue dans l'univers, mais comme une vie sociale, c'est-à-dire d'au lieu de se demander d'où vient notre esprit et si la matière est réelle, comme s'il n'y avait qu'un esprit mis face à face avec les choses, d'admettre que la vie de tous les jours, c'est la vie au milieu des autres, dans une société avec ses valeurs, et qu'on ne peut pas raisonner comme si ça n'existait pas. En effet, cette société construit un monde, un ensemble de références communes, qui façonnent notre compréhension du réel, et donc la manière dont on va voir et interpréter la nature. Quelle que soit la société humaine ou la civilisation, on ne voit pas le réel tel qu'il est réellement, d'une manière qu'on pourrait appeler objective, mais au travers de catégories construites, qui sont une abstraction arbitraire ayant un sens humain, à commencer par les mots et structures des langues qu'on parle, sans lesquelles il nous serait impossible de parler et de comprendre le réel, mais qui en même temps n'en reflètent pas la structure fondamentale et varient selon les endroits et les époques. Cet ensemble de références partagées par une société va constituer un monde humain, dans lequel va se passer la vie de tous les jours, comme le village, le pays, le refuge, voire la grotte. Arendt va donc reprendre et approfondir cette notion de monde pour expliquer que le monde lui-même, en ce qu'il nous est commun à tous, est lié aux productions humaines, aux objets fabriqués de main d'homme, ainsi qu'aux relations qui existent entre les habitants de ce monde fait par l'homme. Vivre ensemble dans le monde. C'est essentiellement qu'un monde d'objets se tient entre ceux qui l'ont en commun, comme une table est située entre ceux qui s'assoient autour d'elle. Le monde, comme tout entre deux, relie et sépare en même temps les hommes. Arendt appellera l'activité exercée sur ce monde la vita activa, la vie active. Les gens qui bossent, créent, parlent, aiment, s'énervent, s'allient, construisent, bref, se bougent le cul, qu'elle opposera à la vita contemplativa, la vie contemplative où l'on s'extrait du monde pour le contempler, en mode ermite en slip dans sa cabane en haut de la montagne, loin des préoccupations de la vie de tous les jours. Dans la pensée de l'Antiquité, telle qu'expliquée par le philosophe antique Aristote, on distinguait fortement les humains libres, comme les citoyens, des non-libres, comme les marchands, artisans ou esclaves. Le rôle des gens non libres était d'assurer les conditions d'existence des hommes libres, qui, comme ils avaient le temps, pouvaient alors choisir entre trois grands modes de vie, tous liés à la notion de beau, à savoir la vie oisive, la jet-set de l'époque où on passe sa vie dans le fun et le luxe en consommant, détruisant ce beau, la vie politique, où l'excellence produit les beaux gestes discours, et la vie contemplative, où on se pose et admire la beauté du monde. That's a pollination diamond. Love it. Néanmoins, avec la fin des cités grecques et plus tard la chute de l'Empire romain, ouvrant la période du Moyen-Âge, vu qu'il n'y avait plus de villes où faire des grandes actions, la seule activité libre qui restait était la vita contemplativa, dont l'incarnation par excellence est la religion chrétienne, où on contemplait ce monde créé par Dieu en y cherchant la vérité. Toutes les autres activités ont été reléguées au même plan, la vita activa donc, y compris les activités autrefois méprisées comme le travail ou la création, dans une opposition vita contemplativa noble, c'était bien et valorisé au Moyen-Âge de ne vivre que pour l'étude et ne se préoccuper du monde que pour la bouffe et les besoins de base, et une vita activa vaine, où les gens s'agitent dans le vent sans jamais pouvoir égaler la beauté du cosmos
créé par Dieu. Mais les découvertes de l'ère moderne, où on se rend compte que la réalité est différente de ce qu'elle paraît quand on l'étudie de près, discréditent ce mode d'existence. L'événement déclencheur selon Arendt sont les découvertes de Galilée, qui, comme expliqué dans ma précédente vidéo sur la religion, en observant le ciel toute sa nuit avec son télescope, se rend compte que, contrairement à l'intuition la plus élémentaire à chaque fois qu'on regarde en haut que le soleil tourne autour de la Terre, c'est en fait l'inverse, c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Nos sens nous trompent donc, et donc la vita contemplativa, c'est un peu une illusion, parce que vu qu'on a la preuve que nos sens nous donnent une vision fausse du monde, on se dit que c'est pas en regardant et méditant le monde dans son coin qu'on accédera à la vérité, et que tout ça, c'est un peu une perte de temps. La vérité, au contraire, chez Galilée et les autres scientifiques, s'accède via des instruments fabriqués par eux ou par d'autres, et utilisés activement. La vérité se trouve donc par la vita activa, qui va du coup supplanter la vita contemplativa dans les valeurs, et devenir le mode de vie valorisé, qui pèse l'avenir qu'on veut pour ses gosses. Arendt va donc, pour mieux comprendre l'époque moderne, étudier cette vita activa, comment elle fonctionne, quels en sont les différents modes, bref, quelles sont les choses qui sont constantes à travers les siècles, pendant la modernité, mais aussi avant, quand elle n'était pas encore cool, car même si elle n'était pas aussi valorisée pendant le Moyen-Âge, l'Antiquité ou dans les périodes d'avant l'écriture, elle existait quand même et avait des modes de fonctionnement dont Arendt va chercher les points communs avec l'ère moderne pour mieux la comprendre. Cette vita activa se décompose selon elle en 3 grandes parties: le labor, traduit en français par travail, le work, traduit en français par œuvre, et l'action, en français, action. Le travail, en anglais labor, consiste à renouveler le monde humain à partir de la nature, à l'aide de gestes répétitifs, jour après jour, comme produire de la nourriture, entretenir ce qui existe, ou faire en sorte que les bâtiments ne s'effondrent pas et soient propres. Cette catégorie varie à travers l'histoire, en regroupant par exemple les esclaves antiques, les femmes au foyer, les agriculteurs du Moyen-Âge, etc., que Arendt regroupe sous le nom général d'animal laborans, homme de routine qui n'a d'autre but dans la vie que de produire des choses pour continuer à vivre. Ça a toujours été considéré comme la plus basse des activités humaines, un truc de paysan parce que son produit ne dure pas et n'a pour but que d'être consommé pour continuer à vivre. Cette situation a changé avec les temps modernes, où paradoxalement le travail devient si important qu'on a tendance à se définir au contraire en tant que personne par son taf. Cette mise en valeur du travail a permis une émancipation des travailleurs telle qu'elle n'avait jamais existé dans l'histoire. On a non seulement arrêté de les mépriser, mais on s'est intéressé à eux et on a commencé à dire et écrire une infinité de choses sur eux. Et ça, c'est bien, mais ça a aussi conduit à un désenchantement du monde, le travail quotidien malgré tout ce qu'on peut dire, ne parvenant pas à donner un sens et une magie à une vie. Arendt, comme beaucoup de gens de notre époque, pense que les machines doivent petit à petit remplacer le travail, les machines faisant par définition la même chose que les travailleurs, le mot robot venant d'ailleurs du tchèque robota voulant dire esclave, mais si on ne change pas nos catégories de pensée, même dans une situation d'abondance, on continuera à travailler, même si ça sert plus à rien, à faire ou à forcer les autres à faire du taf de merde, des bullshit jobs, car on a oublié que le travail est une nécessité, une espèce de malédiction de l'humain et non un sens à la vie ou un moyen d'accéder à la vérité ou la beauté. La deuxième catégorie de la vita activa est l'œuvre, en anglais work, c'est-à-dire la conception, création de ce monde humain à partir des matériaux de la nature. Les hommes qui créent ces choses, qu'elle appelle homo faber, vont donc fabriquer des objets, comme des tables, bâtiments, mais aussi œuvres d'art, monuments, qui vont servir à bâtir ce monde humain au-dessus de la nature. Les homo faber, hommes qui font des œuvres, du fait de la durabilité de leurs ouvrages, édifient des artifices, des illusions à partir de matériaux bruts qu'ils trouvent dans la nature, illusions qui deviennent la vie de tous les jours, le monde à signification humaine, où on peut vivre comme le village, la ville, la salle de sport, le coiffeur, la fête foraine, le foyer, ou aujourd'hui Internet.
Une fois que ce monde est créé, c'est à l'animal laborans, aux travailleurs, de l'entretenir et de le faire durer dans le temps, de bosser pour que ce monde se reproduise et reste stable à l'infini. C'est au-dessus de ce monde, construit donc par l'Homo faber et entretenu par l'animal laborans, que peut se dérouler ce qu'Arendt appelle l'action, qui est la manière dont les humains se révèlent aux autres. Que ce soit par des grands discours ou des grands actes, considérés chez les Grecs comme étant de même nature, c'est dans cet espace que les particularités d'un humain, sa personnalité, son individualité peut se révéler aux autres et montrer que c'est pas seulement un tas de viande, mais Pascalette ou Jean-Philippe. Et puisque ce monde est habité par plein d'humains, éduqués et interagissant selon les mêmes normes Pour chaque communauté humaine, les actions peuvent être interprétées à peu près de la même manière. Les gens en général tombent d'accord sur ce qui est bien, mal, beau, méprisable ou admirable, créant un monde objectif, un monde en quelque sorte vrai au sens humain du terme, si tant est qu'il y a un sens non humain du vrai. Cette pluralité, le fait que plein de gens agissent dans le monde et en même temps interprètent les actes des autres, le rend complètement imprévisible. Ça peut partir dans n'importe quel sens à n'importe quel moment, et la totalité des gens qui ont tenté de prédire le futur se sont soit trompés, soit ont eu de la chance. Ah, ça c'est même pas faire une addition et ça se prend pour un sac. On peut bien sûr dessiner des probabilités, dire que c'est plus probable que ça ou ça arrive, mais le futur étant la somme d'actions de personnes qui prévoient elles-mêmes le futur et agissent en conséquence, il est par définition complètement chaotique et tout peut toujours basculer et être remis en question, sans parler bien sûr de la partie de la nature qu'on ne maîtrise toujours pas. C'est pour cela que l'action a toujours fait peur, peur de ne pas pouvoir en maîtriser les conséquences, et ce d'autant plus à l'ère de la bombe atomique ou en général des armes modernes, où une action non contrôlée pourrait détruire le monde et l'humanité, contrairement au passé où les guerres entre peuples n'empêchaient pas l'histoire de continuer. C'est ce qui a fait que l'époque moderne a cherché plus que les autres époques et cherche toujours à détruire l'action, à empêcher les grands discours et grands actes pour ramener l'humanité au travail et à l'œuvre. Mais en faisant ça, les humains également s'aliènent en détruisant ce qui les unit, le monde où est possible l'action, en se reléguant tous à être des animal laborans et des homo faber, sans autre but que de créer et entretenir un monde technique où ils participent de moins en moins. Une autre distinction de Arendt est la séparation de la sphère publique et de la sphère privée. La sphère privée est un abri où la vie est reproduite. On y mange, on s'y repose, on s'y reproduit, bref, on fait des trucs qui servent à pas mourir. Dans les sociétés grecques et romaines, on avait des foyers où le maître reproduisait sa vie, servi par des femmes et esclaves. Ouais, l'égalité c'était pas encore le sujet. C'est là que se faisait le travail et l'œuvre, la création et la reproduction du monde. La sphère publique, au contraire, est le monde, composé donc des œuvres et renouvelé par le travail fait dans le domaine privé, où les actions, les grands discours et grands actes, se font. Dans les sociétés grecques ou romaines toujours, le maître de foyer, après s'être fait nourrir et masser tranquille, partait discuter avec les autres maîtres à la ville pour se distinguer et s'accomplir en tant qu'être humain singulier. Mais comme à la modernité, ce domaine public a englobé aussi les activités de production comme le travail et l'œuvre, les domaines qui construisent et entretiennent le monde qui étaient avant cachés dans le privé, ce domaine privé a petit à petit disparu en faveur du domaine public, un gigantesque domaine public où l'on est coincé, la société. Très concrètement, ça s'est matérialisé avec une expropriation massive des petits propriétaires terriens comme les paysans, des terrains privés qui leur permettaient d'avoir une vie privée, un espace de monde à soi où ils pouvaient se retirer. La fin de cet espace, ou plutôt sa dissolution donc dans la société, va même créer la notion d'intimité, devenue nécessaire parce qu'il n'y a plus rien d'autre pour se protéger du monde extérieur. La découverte moderne de l'intimité apparaît comme une évasion du monde extérieur, un refuge cherché dans la subjectivité de l'individu, protégé autrefois, abrité par le domaine privé. Depuis 400 ans donc, peu importe les régimes,
les personnes acclamées sont les industriels, les fabricants, des fois les travailleurs, et non plus les grands orateurs ou grands aventuriers. L'ingénieur a remplacé Achille ou Jésus. D'un côté, comme on a dit, ça a permis de sortir la classe des travailleurs, ceux qui entretiennent le monde humain, de l'ombre, et donc de rendre leur dignité aux animal laborants, même si bien sûr, il y a encore beaucoup à faire. C'est bien, mais d'un autre côté, mettre la fabrication et le renouvellement du monde au premier plan a éclipsé le monde lui-même, ce monde porteur de signification et donnant un sens à la vie, dans lequel notre existence se révèle. On se retrouve à passer notre vie à fabriquer et construire des choses, sans vraiment d'autre but que de continuellement améliorer et renouveler l'existant. Le monde humain, où les héros grecs s'affrontaient, où les dieux régnaient, devient un atelier, une usine à fabriquer le monde, usine qui paradoxalement devient le monde, devient ce pourquoi on se lève le matin, et on se met à mettre autant de sens dans une nouvelle machine qu'on en mettait avant dans l'Odyssée d'Ulysse ou dans les miracles de Dieu. Pour se désaliéner, Arendt recommande donc de renouer avec la tradition qu'on a perdue à la modernité et de remettre l'action, le monde humain au cœur, de se lever le matin pour des hautes valeurs et pas en se demandant quel nouveau truc on va construire. Ça veut pas dire arrêter de faire des trucs, mais reconnaître que l'on fabrique des choses dans un but plus haut, qu'il ne faut donc pas oublier lors de la fabrication. Une question qui reste en suspens, c'est bien sûr le sort des travailleurs et artisans dans cet état des choses voulues, car évidemment, faut pas revenir en arrière sur ça et les remettre dans des endroits obscurs hors du monde, et une façon de prendre le meilleur de la tradition et de la modernité serait peut-être de construire un monde d'action où serait quand même intégré ceux qui travaillent et fabriquent. Peut-être, au lieu d'avoir des humains d'action, des humains d'œuvre et des humains de travail, quelque chose où chaque humain fait les trois à différents moments dans le temps. C'est ce dont Karl Marx rêvait dans sa société communiste, où il explique que dans la société communiste, où chacun n'a pas une sphère d'activité exclusive, mais peut se perfectionner dans la branche qui lui plaît, la société réglemente la production générale, ce qui crée, pour moi, la possibilité de faire aujourd'hui telle chose, demain telle autre, de chasser le matin, de pêcher l'après-midi, de pratiquer l'élevage le soir, de faire de la critique après le repas. Selon mon bon plaisir, sans jamais devenir chasseur, pêcheur ou critique. Néanmoins, le fait que ce soit pour lui à la société de réglementer ses activités, dans une annihilation, destruction donc totale du domaine privé, ouvre la voie, et on l'a vu, au totalitarisme, la société où on n'a plus aucun refuge par excellence, où sans que tu aies rien demandé à tout moment, même quand tu rentres chez toi tranquillou, il y a encore des petites fouines pour t'espionner et juger si t'es dans la bonne voie ou s'il faut te rééduquer. Peut-être que pour arriver à cet état idéal de partage des tâches, il faudrait d'abord remettre en cause certaines parties de l'organisation des sociétés modernes, à savoir l'organisation autour d'un pouvoir central, qui conduit d'ailleurs nécessairement à la spécialisation, où certains humains sont assignés à une seule tâche pour la faire au mieux dans l'organisation disciplinaire qui les coordonne afin d'en maximiser l'efficacité. C'est ce que Foucault a essayé de faire dans une analyse de la société disciplinaire, que l'on présente dans une autre vidéo, disponible sur la chaîne, que vous pouvez, puisque cette vidéo est maintenant terminée, regarder en cliquant ici. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la fameuse cloche pour avoir les notifications sur son portable, et aussi à rejoindre le Discord de la chaîne si vous voulez débattre ou approfondir ces sujets. Allez, ciao!